Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 26 août 2020 et je veux revenir avec vous sur l'une des grandes affaires qui agitent en ce moment la France et le monde entier. C'est l'affaire Navalny, Alexeï Navalny, cet opposant à Poutine tel qu'on nous le décrit, et qui aurait fait l'objet d'une tentative d'empoisonnement. Et si je veux revenir sur cette question, c'est parce qu'en fait ce dossier est assez extraordinaire quand on l'étudie d'un petit peu près, parce que tout ce qu'il révèle, notamment sur la Russie, mais aussi sur ce qu'il révèle du monde occidental et sur ce qu'il révèle du traitement médiatique et du traitement politique de ce genre d'opération, ainsi que de la géopolitique. C'est vraiment un cas d'école sur lequel, si vous me le permettez, je vais maintenant me pencher en faisant une remarque préalable et en posant ensuite 6 questions les unes après les autres. La première remarque préalable que je ferai, c'est qu'on vient d'assister à une opération à grand spectacle. On a vu circuler sur les réseaux sociaux Monsieur Navalny filmé par un téléphone portable en train de boire du thé dans un gobelet à l'aéroport de la ville de Omsk en Sibérie. Il prend l'avion pour regagner Moscou. Et on le voit, la première chose, quelqu'un le filme en train de boire un thé. Ensuite, la même personne est dans l'avion de Omsk à Moscou et le film, on entend Alexeï Navalny en train de pousser des cris, enfin, des gémissements de douleur. Et donc, voilà, on a un suivi presque en temps réel. Du coup, l'avion se pose. L'avion qui devait faire Omsk-Moscou se pose en cours de route en Sibérie, dans une autre ville qui s'appelle Tomsk, qu'il ne faut pas confondre avec la première. Ce qui prouve au passage que son état a été jugé suffisamment sérieux par l'équipage pour que l'avion se pose alors que ça n'était pas prévu. Ce qui mérite d'être souligné. C'est quand même pas si fréquent qu'un avion interrompe son vol pour déposer un passager. Ça veut dire qu'au passage, la compagnie a fait son devoir. Bon. Et puis, il a été emmené à l'hôpital. Il est tombé, semble-t-il, dans le coma. Et l'entourage d'Alexeï Navalny a immédiatement dénoncé un empoisonnement. Et on a appris dans les journaux qu'il avait bataillé pour un transfert médicalisé de Navalny en Allemagne, en soupçonnant les médecins russes de vouloir s'efforcer de camoufler le crime. Crime, empoisonnement, suivez mon regard, tous les journaux, tous les médias donnent immédiatement à penser que c'est Vladimir Poutine qui aurait appuyé sur un bouton en disant « il faut empoisonner Navalny ». D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, puisque un ambassadeur français, l'ambassadeur aux droits de l'homme, c'est-à-dire un ambassadeur qui n'a pas de poste réel, en fait, on sait très bien au Quai d'Orsay que ce genre de poste, ce sont des placards pour des incompétents. Mais enfin, on a un monsieur qui s'appelle M. Croquette, qui est ambassadeur de France aux droits de l'homme, qui a fait une déclaration tonitruante en disant de toute façon, on sait bien qui est derrière cet assassinat. Donc, sous-entendu, eh bien, il s'agit de Vladimir Poutine. Donc, en tout cas, Alexeï Navalny arrive à Berlin, à l'hôpital de la Charité, et puis on apprend que les médecins allemands qui le soignent annonce qu'il a été intoxiqué, je les cite, par, je cite, une substance du groupe des inhibiteurs de la cholinestérase, sans pouvoir préciser laquelle. À ce moment-là, le porte-parole du Kremlin, de Vladimir Poutine, qui s'appelle Dmitri Peskov, fait cette déclaration, je le cite, « Nous sommes en désaccord total à ce stade avec les diverses formulations hâtives abondamment utilisées pour dire qu'il y a une forte probabilité d'empoisonnement. » Et il poursuit en disant qu'on ne peut pas considérer que Alexeï Navalny a été empoisonné tant qu'une substance spécifique n'a pas été identifiée. Comment peut-on parler d'empoisonnement s'il n'y a pas de poison ? Pose-t-il comme question. Et face aux demandes occidentales, émanant notamment de l'Élysée, qui exigent que le Kremlin mène une enquête transparente, le porte-parole de Vladimir Poutine s'est payé le luxe de répondre que ça n'est pas une prérogative de l'administration présidentielle du Kremlin de faire des enquêtes, mais que c'est une prérogative des forces de l'ordre et du système judiciaire. On imagine d'ailleurs l'inverse. On imagine par exemple que on a d'ailleurs pu le voir.
lorsqu'il y a eu des manifestants, des gilets jaunes, qui ont été entre la vie et la mort, eh bien, lorsque les gens se tournaient vers l'Élysée, l'Élysée disait je suis désolé, il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Voilà. On n'allait pas dire, et pourtant certains l'ont fait, il faut que Macron avoue que ici et ça. On a d'ailleurs vu dans la foulée, donc ça a pris une ampleur mondiale cette affaire, et on a vu dans la foulée toujours les mêmes. C'est-à-dire la chancelière d'Allemagne, Angela Merkel, dire c'est un empoisonnement et se tourner vers le Kremlin en disant voilà, il nous faut des explications, suivi d'ailleurs par Emmanuel Macron, qui a fait preuve de fermeté en la matière, et qui d'ailleurs, Emmanuel Macron, a dit que la France pouvait accueillir Alexeï Navalny. Et puis dans la foulée, il y a eu le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui est un Norvégien, et puis dans la foulée Boris Johnson, et puis dans la foulée l'ambassadeur des États-Unis en Russie. Bref, on a vu se reconstituer en fait le même groupe de pays que pour une affaire qui date d'il y a quelques années, mais que je n'ai pas oubliée, et vous non plus, et qui est l'affaire Skripal. On me permettra au passage de faire souligner que Emmanuel Macron a indiqué que la France était prête à recevoir Alexeï Navalny, donc sous-entendu le soigner, lui donner le gîte et le couvert, lui donner, comment dirais-je, un statut de réfugié politique, un asile, un droit d'asile, etc. Les nouvelles que nous avons à cette heure sont extrêmement inquiétantes. Nous sommes évidemment prêts à apporter toute l'assistance nécessaire à Alexandre Navalny, à ses proches, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'asile, de la protection, c'est évident. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, comme son prédécesseur d'ailleurs, a refusé d'accorder l'asile, le droit d'asile et d'accueillir en France Edward Snowden, pourchassé par les Américains et qui est réfugié en Russie et qui avait demandé à pouvoir venir s'installer en Occident. Et puis Emmanuel Macron a refusé de donner aussi, d'accorder le droit d'asile à Julian Assange, qui était réfugié à l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni. Alors je me permets de le signaler au passage. Pourquoi Emmanuel Macron refuse-t-il le droit d'asile à Edward Snowden ou à Julian Assange et se précipite-t-il pour vouloir le donner à Alexeï Navalny, alors que dans tous les cas, ce sont des gens qui sont menacés? Simplement, la seule réponse que je vois, c'est que Julian Assange et Edward Snowden ne plaisent pas à l'oncle Sam aux États-Unis. Voilà. Tandis que Navalny plaît aux États-Unis. Voilà. En d'autres termes, c'est un aveu. M. Macron est le larbin de Washington. Alors en attendant, on en va en arriver maintenant au vif du sujet. Moi, je regarde les choses de façon objective, sérieuse, et me pose maintenant les questions. Un certain nombre de questions qui se posent. Alors, toute première question, je viens d'en parler, de l'affaire Skripal. Où sont passés M. Skripal et sa fille Yulia? Alors, je rappelle très rapidement l'affaire. Sergei Skripal était un agent secret russe qui était devenu un agent double, qui avait travaillé pour le Royaume-Uni. Il avait été piqué, arrêté, démasqué. Il avait été condamné à de la prison en Russie pendant un bon moment de temps, ou une dizaine d'années, je crois. Lorsqu'il avait purgé sa peine, il avait été expulsé. Il était allé terminer ses vieux jours en Angleterre. Sa fille Yulia l'y avait rejoint. Donc ça se passe en Angleterre. On est au mois de mars 2018, et le 4 mars 2018, il est avec sa fille assis sur un banc public dans un jardin dans la ville de Salisbury, qui se trouve à l'ouest de l'Angleterre, qui est d'ailleurs une ville de militaires, soit dit en passant. Et là, d'un seul coup, il est atteint de nausées, et puis il tombe assez vite dans le coma, lui et sa fille, et ils sont empoisonnés. Voilà. Ça, c'est le 4 mars 2018. Au cours des jours qui suivent, des semaines qui suivent, le Premier ministre britannique de l'époque, Theresa May, très rapidement, au bout de 48 heures, indique que c'est en fait une tentative d'empoisonnement décidée, voulue par le Kremlin, par Vladimir Poutine. Et puis l'affaire s'emballe. Et puis d'un seul coup, donc, le Royaume-Uni décide de chasser des diplomates russes. Et puis tout le monde s'y met. La France expulse 4 diplomates russes par solidarité. Les États-Unis, par solidarité,
ne font pas dans la dentelle et expulsent Donald Trump expulse 60 diplomates russes. On n'avait jamais vu ça depuis la guerre froide. Hein. C'est une affaire énorme. Au total, il y a plusieurs dizaines de pays, les pays occidentaux, les affidés, etc. Chacun y va de son petit truc. La Croatie expulse un diplomate russe pour montrer qu'elle est bien d'accord avec cette espèce de gang occidental. Tout le monde vérifie que les États ont bien renvoyé les diplomates russes chez eux. Et évidemment, la Russie fait des rétorsions et rend la monnaie de sa pièce en expulsant des diplomates, le même nombre de diplomates pour chaque pays. Bien. Et puis, on apprend que finalement, Sergueï Skripal et sa fille se portent mieux, de même qu'il y avait un policier qui avait été également atteint. Et puis finalement, début avril, eh bien, on apprend qu'ils vont bien. Et ils sortent de l'hôpital, on ne sait pas très exactement quand, mais sans doute environ 5-6 semaines après y être entrés, sans doute début avril 2018. On sait que la fille a eu un appel téléphonique avec une cousine à elle où elle a dit qu'elle se portait bien et qu'ils envisageaient de rentrer en Russie. Voilà. Et puis c'était il y a 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Omerta. Silence absolument complet et total. Donc officiellement, nous avons des pays occidentaux qui ont fait la plus grave crise depuis la guerre froide, en chassant des dizaines et des dizaines de diplomates russes. Et maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Où sont M. Skripal et sa fille ? Comment se fait-il qu'aucun journaliste, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'y reviens, comment se fait-il qu'aucun journaliste d'investigation ne soit allé essayer d'interroger Skripal et sa fille? Comment se fait-il d'ailleurs que les pays occidentaux qui ont incriminé le Kremlin, pourquoi ne lui ont-ils pas donné la parole ? Enfin, normalement, c'est quelqu'un qui aurait dû venir à Paris sur TF1 20h et on lui aurait dit alors racontez-nous ces horribles Russes, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, etc. Pourquoi ça n'a pas eu lieu ? Et donc c'est la première question. Et je pense que tous les députés, les sénateurs, parce que comme on a affaire à un remake, comme on dit dans les films, à une réédition du même type d'affaires, tous les députés devraient demander à M. Macron, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Défense, au ministre des Affaires étrangères, les ministères de souveraineté, qu'est-ce qui se passe ? Où est Skripal ? Où est sa fille ? Et quelles ont été les conclusions de cette affaire ? Et d'ailleurs, est-ce qu'on a renvoyé de nouveau des diplomates français ? Est-ce que les Russes ont renvoyé ? Je crois que oui. Je crois que passé l'orage, la France a donné son accord pour que la Russie fasse revenir les diplomates et réciproquement. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette affaire ? La deuxième question qui se pose, c'est qui est Alexeï Navalny ? Quand vous lisez la presse française, vous avez le sentiment que c'est le principal opposant de Vladimir Poutine. D'ailleurs, regardez ce tableau, enfin c'est saisi de première page d'un certain nombre de journaux français. C'est pas moi qui ai fait ce tableau, je l'ai trouvé sur le site d'Olivier Berruyer, le site Les Crises. Ça date de 2018, mais regardez, là, il y a un échantillonnage de journaux, de radios, de télévision qui indiquent que Alexeï Navalny est le principal opposant à Vladimir Poutine. Il est le principal opposant russe à Vladimir Poutine. Alexeï Navalny, toujours dans le coma. Navalny empoisonné, peut-être, comme d'autres avant lui, car il est considéré comme l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine depuis de longues années. Bon, alors, déjà, pourquoi est-ce que la presse française dit ça alors que ça n'est pas vrai ? Toujours sur le blog d'Olivier Berruyer, j'ai trouvé ce tableau qui est tout à fait intéressant et qui montre des sondages qui ont été effectués avant la présidentielle de 2018 avec 2 instituts. Regardez ce tableau, 2 instituts, l'un qui s'appelle l'Institut Levada, qui est plutôt proche de l'opposition, et l'autre qui s'intitule l'Institut Romir, qui est le représentant de l'Institut de sondage Gallup. Donc a priori, ce sont des instituts de sondage qui n'ont pas intérêt à exagérer la popularité de Vladimir Poutine et qui auraient plutôt intérêt à faire mousser l'opposition.
Regardez ce que donne ce tableau. Donc, ce sont des sondages qui avaient été faits en décembre 2017. Vladimir Poutine obtenait, selon les deux instituts, entre 75 et 81% des suffrages. Ensuite, l'opposant numéro 1 à Poutine, c'est Zhirinovsky, qui est assez connu. C'est le leader de l'extrême droite russe. C'est quelqu'un qui tient des propos antisémites, anti-immigrés, anti-musulmans. C'est vraiment l'extrême droite. Et lui, il était crédité, selon les sondages, entre 6 et 8%. C'est lui l'opposant numéro 1 à Poutine. L'opposant numéro 2 à Poutine, c'est Zyuganov. Zyuganov, lui, ça serait plutôt l'extrême gauche. Lui, c'est le représentant du Parti communiste. Il représente les nostalgiques de l'URSS qui voudraient que la Russie redevienne ce qu'elle était du temps de l'URSS. Et lui, selon les instituts de sondage, il fait un tout petit peu moins que Zhirinovsky, il fait entre 5 et 7%. Et puis ensuite, vous aviez les autres candidats, dont Navalny, Shoigu, Mironov, Sobchak, Yavlinsky, vous voyez ici leurs orientations, et qui étaient crédités entre 1 et 2 ou 3% des sondages. Alors, je note au passage d'ailleurs que le Quai d'Orsay a fait une déclaration récemment en disant que c'était un acteur majeur de la scène politique russe, Alexei Navalny, qui venait d'être empoisonné. Si un acteur majeur pour le Quai d'Orsay, c'est quelqu'un qui fait 1, 2 ou 3% aux élections, je suis ravi de l'apprendre. Ça veut dire que moi-même et l'UPR, nous sommes un acteur majeur de la scène politique française. Et donc j'attends à ce que tous les médias soient là à nous accueillir. Puisque je rappelle que aux dernières élections européennes, nous avons fait 1,2%. Et qu'aux dernières municipales, nous avons eu des candidats qui ont dépassé 3%. On en a même eu 2 qui ont dépassé 10%. Donc nous, on est un acteur majeur, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, monsieur Macron ? N'est-ce pas l'Élysée ? Alors, en réalité, vous voyez d'après ces sondages qu'Alexei Navalny est quelqu'un qui pèse finalement peu par rapport à d'autres candidats d'opposition beaucoup plus importants, enfin nettement plus importants, qui sont Zhirinovsky de l'extrême droite et Zyuganov du Parti communiste russe. Et vous notez également l'extrême popularité de Vladimir Poutine, entre 75 et 80%. Ceux qui ne le croient pas, je les invite à aller en Russie. Enfin, je les invite pas, ils y vont avec leurs propres moyens. Mais allez-y, allez en Russie, allez vous balader. Moi, je l'ai fait. C'est un fait objectif que Vladimir Poutine est très populaire en Russie. On le comprend d'ailleurs compte tenu de la façon dont il a redressé son pays. Il faut le reconnaître, quelles que soient les critiques que l'on peut formuler contre le personnage. C'est un homme qui va laisser une empreinte historique. Et les Russes le savent bien, il y a quand même 20% de gens qui sont contre, hein, mais ils sont très majoritairement pour Vladimir Poutine. Alors, déjà, on peut noter que la presse, les médias français ne font pas leur travail. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire croire cette fable selon laquelle Alexei Navalny serait le principal opposant russe? Quand vous connaissez les Russes et que vous leur parlez de Navalny, en règle générale, quand ils le connaissent, ils haussent les épaules en disant c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, c'est un plaisantin. Ils ne disent pas que Zhirinovsky ou que Zyuganov sont des plaisantins. Eux, ils considèrent que c'est des vrais opposants. Mais Navalny, non, n'est pas sérieux. Alors, ça nécessite qu'on aille voir un petit peu plus près qui est Alexei Navalny, qui est cet avocat de 44 ans. En 2006, il a participé à la création d'un mouvement politique qui a obtenu un financement de la fondation américaine National Endowment for Democracy, la NED. Alors, si vous allez sur Wikipédia, vous verrez qu'il le mentionne avec du conditionnel, mais c'est pas du conditionnel. On sait, il y a d'ailleurs, circule sur Internet, un échange de courriels qui a été rendu public par des Russes, bien entendu, entre Navalny et Frank Konatser, qui est le Grants Administrator for Eurasia, c'est-à-dire l'administrateur des dons à la NED. C'est les courriels du 17 novembre 2007 et le courrier en réponse de Navalny du 20 décembre 2007. La NED, c'est quoi? La National Endowment for Democracy, c'est une association privée qui, en fait, a repris les activités de déstabilisation et de sédition que finançait autrefois la CIA. Allez-y, allez vous documenter sur la NED. Ce sont des financements privés
mais accompagné certainement d'un certain nombre d'orientations venant des pouvoirs publics américains. C'est l'ANED a un programme. D'ailleurs, elle présente un rapport annuel et vous avez que dans ce rapport annuel, il est question des soutiens à telle et telle organisation gouvernementale, à des acteurs de la société civile dans d'autres pays pour favoriser la démocratie, pour le débat démocratique, etc. ou le respect des droits de l'homme. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites, comme on dit dans le théâtre classique français. Qu'est-ce que ça veut dire financer des personnalités ou des organisations non gouvernementales dans des pays étrangers pour y favoriser le développement de la démocratie et le respect des droits de l'homme? Ça veut dire très exactement, c'est pas du complotisme que de le dire, ça veut dire très exactement financer des mouvements d'opposition. On le verra d'ailleurs, c'est la même chose pour ce qui concerne la Biélorussie. D'ailleurs, on l'a vu partout dans les révolutions oranges. Ça n'est quand même pas nouveau que les Américains, par CIA interposée et depuis les années 90 du XXe siècle par la NED interposée, financent des activités de sédition, des activités pour torpiller les régimes politiques qui ne leur conviennent pas. D'ailleurs, en 2010, Alexeï Navalny est parti étudier aux États-Unis à l'université de Yale dans le cadre du programme Yale World Fellows qui vise à développer, je le cite, un réseau de leaders connectés à Yale et engagés pour faire du monde un meilleur endroit. C'est un petit peu un clone de ce qu'on appelle la French American Foundation. Ça fait partie de ces moyens d'influence développés par les États-Unis. Il faut reconnaître d'ailleurs aux Américains qui sont quand même très transparents. Enfin, seuls ceux qui ne veulent pas voir un éléphant dans le couloir, comme on dit en anglais, se laissent tromper par le fait qu'il s'agit d'officines, soit sous autorité universitaire, comme c'est le cas des Yale World Fellows, soit sous d'autres auspices. On favorise l'enseignement, la formation d'opposants à des régimes politiques que l'on veut abattre. Selon le média officiel russe Russia Today, RT, que nous connaissons bien, M. Navalny aurait été envoyé à Yale par l'intermédiaire de l'ambassadeur américain en Russie de l'époque, Michael McFaul, et d'après RT, dans le but de préparer une révolution orange en Russie. Alors c'est Russia Today, c'est le média russe qui dit ça, officiel. Bon, donc il faut prendre ça avec des pincettes, mais enfin quand même. Ça n'est pas, disons, ça n'est pas incroyable. Ça n'est pas incroyable. Je note d'ailleurs qu'il a eu un visa de sortie pour se rendre aux États-Unis et un visa d'entrée aux États-Unis. Plusieurs articles d'ailleurs de presse, il suffit d'aller sur Internet, présentent Alexeï Navalny comme un agent américain, et pas seulement d'ailleurs des Russes, mais également des Américains. Le célèbre Alex Jones aux États-Unis a décrit Navalny comme étant un agent de la sédition financé par les États-Unis. L'économiste et le journaliste américain Paul Craig Roberts, dont j'ai déjà parlé, et qui a été secrétaire adjoint au Trésor sous Reagan, a dit que, je le cite, la Russie a toutes les raisons d'avoir des doutes sur l'opposition politique qui semble être réunie autour d'Alexeï Navalny. Tout comme les révolutions de couleur dans l'espace post-soviétique, l'opposition russe est financée avec des moyens américains. Washington ne veut pas que la Russie puisse contredire sa volonté. Voilà. Donc, sauf à ne pas vouloir voir en face ce dont il s'agit d'un opposant qui a bénéficié des largesses et des soutiens financiers en termes de formation à l'action politique, etc., par les États-Unis d'Amérique. C'est le point numéro 2 sur ce monsieur. Un point numéro 3 sur Alexeï Navalny, que l'on ne dit pas du tout dans les médias français, où on le présente comme l'opposant numéro 1, c'est qu'en fait ce monsieur est tout à fait d'extrême droite. Il a d'ailleurs fricoté avec l'extrême droite. Et il a même des suggestions de recours à des méthodes pour le moins expéditives, en particulier vis-à-vis des musulmans et vis-à-vis des Tchétchènes. Il a un parti, donc un mouvement politique nationaliste, et il a fait une vidéo qui circule sur Internet que je ne résiste pas au plaisir de vous faire visionner parce qu'elle est intéressante. C'est une vidéo où Alexeï Navalny présente comment il faut, à son avis, traiter les Tchétchènes. Vous savez, ce peuple assez violent qui est musulman et du Caucase. Regardez la vidéo qu'il a faite sur les Tchétchènes.
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о борьбе с насекомыми. Никто из нас не застрахован от того, что в наш дом заползет таракан. Фу, ну или в форточку залетит муха. Все мы знаем, что от мух отлично помогает мухобойка, а от тараканов – тапка. Но что делать, если таракан окажется слишком велик, а муха не в меру агрессивна? Ну а в этом случае я рекомендую пистолет. J'ai quand même pas rêvé. Il y a eu il y a quelques semaines des problèmes d'insécurité, des violences absolument invraisemblables à Dijon. J'aurai l'occasion de revenir sur les questions de sécurité en France très prochainement. Mais il y a eu des problèmes d'insécurité à Dijon qui opposaient des Tchétchènes, justement, à des bandes de personnes venues d'autres pays, de l'Est ou du Maghreb, je ne sais pas. En attendant, imaginez qu'en France, il y ait eu quelqu'un, par exemple de la mouvance identitaire ou de l'extrême droite ou de l'extrême droite, je ne sais pas, qui se soit permis de faire une vidéo en disant, comme vient de le montrer Navalny, que les Tchétchènes, ça se règle avec un seul objet, c'est-à-dire avec un pistolet pour les flinguer. Imaginez. Qu'est-ce que l'on n'aurait pas entendu? Qu'est-ce que l'on n'aurait pas... À juste titre, d'ailleurs, puisque c'est pas... il est interdit de se faire justice soi-même. On aurait dit que c'était des appels au meurtre, que c'était les heures sombres, que c'était qui revenait, que c'était un scandale. On aurait saisi tout le banc et l'arrière-ban des consciences morales. On aurait condamné, etc. Mais c'est ça, Navalny. Alexeï Navalny, que les médias nous présentent comme un type formidable auquel il faut accorder le droit d'asile, enfin l'asile, c'est Emmanuel Macron. Un acteur majeur de la société russe, c'est ça. Méditez quand même cette extraordinaire situation. Et pour en terminer avec Navalny, j'ai pas tout à fait fini, parce que par ailleurs, c'est quelqu'un qui est allé voir sa notice sur Wikipédia, qui est perclus de problèmes qui ne sont pas seulement politiques. Il a eu des conflits commerciaux, des espèces d'affaires louches, concernant de la gestion du bois, etc. Et concernant également le Français Yves Rocher, vous savez, les cosmétiques Yves Rocher, qui a une filiale en Russie. Le 30 décembre 2014, Alexeï Navalny a été condamné à 3 ans et demi de prison avec sursis par le tribunal de Moscou pour avoir détourné, selon l'accusation, près de 26 millions de roubles, c'est-à-dire la bagatelle de 400 000 euros quand même, qui appartenait à la filiale du fabricant français de cosmétiques Yves Rocher Vostok. Vostok, ça veut dire l'Orient en russe, c'est-à-dire la filiale russe d'Yves Rocher. Et le frère de Navalny, qui s'appelle Oleg, a été condamné, lui, à 3 ans et demi aussi. Alors en juin 2018, Oleg et Alexeï Navalny ont déposé une plainte. Ils sont sortis de prison en France contre Yves Rocher en affirmant que la plainte qui avait été déposée contre eux par la filiale Yves Rocher Vostok en 2012 était en fait une attaque sous couvert du gouvernement russe à leur encontre avec le soutien d'Yves Rocher. Donc l'affaire est actuellement en cours. Ils sont représentés en France par un avocat. Et il y a donc un procès, enfin une enquête en tout cas, qui est en cours en ce moment. En tout cas, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Alexeï Navalny, c'est quand même quelqu'un qui est lancé dans des quantités d'affaires qui sont toutes plus ou moins louches. On attend ce que décidera le tribunal de Vannes. Voilà qui est Alexeï Navalny. Est-ce vraiment le principal opposant de Poutine? La réponse est non. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? La réponse est non. Est-ce que c'est un modèle de démocratie à suivre? La réponse est non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des liens avec les services américains? La réponse est oui. Et c'est invraisemblable qu'aucun média français ou quasiment ne se soit posé ces bonnes questions qui sont très faciles à démêler. Alors maintenant, on en vient à la troisième question bête, comme j'aime les questions bêtes. Qui est l'organisation non gouvernementale, l'ONG, qui est allée chercher Alexeï Navalny à l'aéroport de Tomsk en Sibérie?
Alors on apprend une ONG. Les médias d'ailleurs en parlent très peu. Hein. Ils éludent. Oui, c'est une ONG qui est allée le chercher. Nanana, et voilà, et tout va très bien. Mais justement, c'est dans ce genre de détails, quand on mène une investigation, c'est dans ce genre de détails qu'on se dit il faut prendre tous les éléments les uns après les autres. Qui est-ce qui est allé chercher Navalny? On apprend qu'il s'agit d'une fondation qui s'appelle la Fondation Cinema for Peace. En anglais, bien entendu, en américain, Cinema for Peace Foundation, c'est-à-dire la fondation du cinéma pour la paix. C'est une fondation qui se situe en Allemagne, qui a son siège Schumannstraße, donc dans la rue Schumann, ça ne s'invente pas, à Berlin. Alors le fondateur est un homme de nationalité slovène, il est né à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Il s'appelle Jaka Bizic. J'espère que je n'écorche pas la prononciation de son nom. Il a mené une vie, sans doute, quand il était jeune. Il a vécu en Tanzanie, en Malaisie, je ne sais pas où, et puis en Allemagne. Et donc il a une quarantaine d'années, il a créé cette fondation. Fondation avec d'ailleurs les fonds, on ne sait pas d'où ils sortent. J'ai cherché, peut-être que vous trouverez plus facilement que moi. Je ne sais pas d'où il sort son argent. Le président d'honneur est Mikhail Gorbatchev, qui commence à se faire âgé. Il a des liens absolument avérés avec les Pussy Riots. Vous savez, c'était ces activistes russes qui s'étaient justement mis nus dans une église orthodoxe en Russie. Ça avait fait un scandale. Et je crois que lorsqu'il y a eu, je ne sais plus quelle réunion, c'était les Jeux Olympiques ou l'autre réunion à Sotchi, donc en Russie, sur la mer Noire, sur la côte orientale de la mer Noire, ce monsieur Jaka Bizic, le fondateur de cette fondation, y était allé avec les Pussy Riots, etc. En fait, pour faire des scandales. C'est pas Cinema for Peace, c'est faire du cinéma pour créer les troubles et la division. Parmi les invités, d'ailleurs, qu'il a eu récemment, il avait invité le Dalai Lama, bien entendu. On l'adore, le Dalai Lama. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que le Dalai Lama et sa famille avaient des liens plus qu'étranges avec les États-Unis d'Amérique. Je vous renvoie aux analyses que j'avais faites à l'époque. On dit également beaucoup qu'il a des liens avec Axel Springer, le milliardaire allemand, et le groupe Bild, avec notamment le tabloïd Bild. Alors, voilà quels sont ces messieurs. Pour parfaire le tableau, quelque chose de très intéressant, c'est une affaire qui a eu lieu en 2018. Il se trouve que la Fondation Cinema for Peace prétend octroyer des Oscars à des réalisateurs qui font des films œuvrant pour les droits de l'homme, pour la paix, pour la société civile, enfin toute la rhétorique habituelle des services d'influence américains. Je n'ai pas dit qu'il était nécessairement faisant partie des services d'influence américains, mais enfin, en attendant, il y a quand même une proximité idéologique qui fascine. Et figurez-vous qu'en 2018, lors d'une grande fête qui a eu lieu à Berlin, Cinema for Peace a décidé de remettre son Oscar de l'année au film qui avait fait progresser la paix dans le monde à deux réalisateurs espagnols, Gerardo Olivares et Alvaro Longoria, qui ont réalisé un film qui s'appelle Dos Catalonias, c'est-à-dire Deux Catalognes. Ce sont deux réalisateurs espagnols qui ont fait un film sur les élections qui ont eu lieu en Catalogne et notamment sur l'existence de deux Catalognes parmi les Catalans, ceux qui sont fidèles à l'Espagne, qui sont contre l'indépendance de la Catalogne de l'Espagne, et ceux qui sont les indépendantistes dans la lignée notamment de Carlos Puigdemont, qui est celui qui avait organisé le référendum sur l'indépendance de l'Espagne, référendum inconstitutionnel. Vous connaissez ces histoires, j'en ai suffisamment parlé. Bon. Ces deux réalisateurs espagnols avaient tenu à faire un film, Dos Catalonias, exposant les points de vue des deux parties et qui se voulait absolument neutre. Ils reçoivent l'Oscar de Cinema for Peace à Berlin. Ils s'y rendent, ils se disent « Tiens, nous avons été reconnus comme une œuvre de valeur ». Ils arrivent là-bas, on leur annonce, ils ne le savaient pas, que dans la salle, il y avait justement Carlos Puigdemont qui serait présent. Bon, c'était quand même
le représentant du parti indépendantiste, qui d'ailleurs il y a un mandat d'arrêt contre lui en Espagne. Et il s'est réfugié à Bruxelles. Bien, il était à Berlin. Et puis, ils assistent à la cérémonie et ils ont la surprise de voir que l'Oscar leur est remis non pas par le fondateur de Cinema for Peace, mais par Carlos Puigdemont en personne. Et mieux encore, la réunion tourne à ce moment-là à la réunion publique, politique, et tout le monde se met à acclamer l'indépendance de la Catalogne. Le résultat des courses de cette affaire, qui a évidemment été caché en France, bien entendu, c'est que les deux réalisateurs espagnols se sont sentis piégés et ont décidé de rendre l'Oscar à l'association Cinema for Peace en disant nous ne voulons pas d'une opération politique. On avait fait un film qui était un film neutre. Nous pensions que Cinema for Peace cherchait la paix et la concorde. En fait, c'est une réunion politique. Donc ça, cette anecdote-là, elle est quand même tout à fait intéressante parce qu'elle montre à quel point, en fait, on est dans un monde orwellien. Les gens qui sont à la tête de Cinema for Peace ne sont pas là pour essayer de rapprocher les points de vue, de rassembler les gens, de faire baisser les tensions. Ils sont là, au contraire, pour jeter de l'huile sur le feu, et notamment en faveur de la destruction des États-nations européens, parce que, bien entendu, Cinema for Peace est tout à fait favorable à l'Union européenne. Cela va de soi. D'ailleurs, cette affaire catalane est assez curieuse, puisque je signale au passage que désormais le cri de ralliement de l'opposition en Biélorussie, c'est le chant de l'Estaca qui est le chant des opposants catalans. On se demande comment les opposants biélorusses ont eu l'idée d'aller trouver une chanson catalane pour signifier leur combat. Peut-être quelqu'un leur aurait-il soufflé cette idée à l'oreille. Quatrième question. Comment cette organisation non gouvernementale Cinema for Peace a-t-elle pu aller chercher Alexeï Navalny à Tomsk et le ramener à Berlin? Alors ça, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Personne en France, pas un seul journaliste, pas un seul homme politique se pose cette question absolument de base. Pourquoi cette ONG a-t-elle eu l'idée d'abord d'aller chercher Alexeï Navalny à Tomsk? Quand même bizarre. Un truc qui est pour le cinéma, qui va chercher... Alors c'est vrai qu'ils sont mêlés avec les Pussy Riot, mais ça veut dire qu'ils appartiennent à une mouvance, à des réseaux d'opposition. C'est évident, pour avoir l'idée. Deuxièmement, comment cette ONG a-t-elle pu financer la location d'un avion privé médicalisé pour partir de Berlin et aller à Tomsk, en pleine Sibérie. Et retour. Ça coûte de l'argent. Un avion, un jet privé médicalisé qui fait des milliers et des milliers de kilomètres, aller-retour, ça coûte de l'argent. Qui a payé? Est-ce que c'est Axel Springer? Est-ce que c'est le groupe Bild? Est-ce que ce sont les financements de cette ONG? D'où viennent les financements? Autre question. Pour aller en Russie, vous n'y allez pas comme ça. Il faut déposer un plan de vol. Il faut donc avoir déposé un plan de vol auprès des autorités allemandes, mais aussi auprès de tous les pays qui vont être survolés. Et donc j'imagine la Pologne, et puis peut-être l'Ukraine, et puis certainement la Russie. Ça veut donc dire que le gouvernement russe a accordé le droit de survol à cet avion affrété par l'organisation non gouvernementale Cinema for Peace. Par ailleurs, quiconque est allé en Russie ou en URSS, mais c'est en Russie pareil, sait très bien que c'est un pays où on n'entre pas et on sort pas comme ça. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. À chaque fois, vous avez besoin d'un visa. C'est pas un pays, c'est pas parti, c'est pas une passoire comme l'espace Schengen. Donc vous avez un visa, et les visas, vous les obtenez. Il faut en général déposer son visa au moins 15 jours à l'avance. Ou alors il y a des procédures d'urgence, des procédures d'extrême urgence. Mais à ce moment-là, ça remonte directement à l'ambassadeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les organisateurs qui ont loué cet avion avec des médecins, avec des pilotes, tout ce petit monde a dû obtenir en urgence des visas d'entrée sur le territoire russe qui leur ont donc été donnés en extrême urgence par l'ambassade de Russie à Berlin.
Ça ne peut pas être autrement. Pareil d'ailleurs, pour sortir, il a fallu que M. Navalny il ait son passeport, même s'il était dans le coma, que les gens qui sont avec lui, ils aient les documents et qu'ils obtiennent le visa de sortie. Donc, moi, je trouve que ce à quoi devraient s'intéresser les médias, c'est ça. Ça veut dire que les gens, j'ai vu dans les médias que les médecins à Tomsk auraient tardé à donner le malade, les remettre à des médecins allemands. Notez bien qu'ils auraient très bien pu, les médecins allemands, ne jamais venir en Russie. Ça veut donc dire que la Russie a facilité au maximum la sortie de Navalny pour qu'il aille dans un autre hôpital. Pourquoi ? Alors maintenant, la 5e question. Est-ce que Vladimir Poutine a intérêt à toute cette affaire ? Si on reprend les déclarations du porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, dont je parlais tout à l'heure, il a dit « La Russie a intérêt à ce que l'on comprenne ce qui s'est passé ». Il l'a dit. Il a affirmé que la Russie, je le cite, « comme tout le monde, avait clairement intérêt à ce que l'on comprenne ce qui a plongé dans le coma le patient soigné dans une clinique berlinoise ». Mais pourquoi ce serait faux ? Je pense qu'en effet, Vladimir Poutine a intérêt. Pourquoi je dis ça ? Parce que est-ce qu'il a vraiment intérêt à ça ? La réponse est non. Il est au sommet de sa popularité et de sa gloire. Il est extrêmement populaire en Russie. Il va laisser un bilan dans l'histoire de la Russie, dans l'histoire millénaire de la Russie et dans l'histoire mondiale. Il va laisser un bilan énorme. Il s'est devenu un personnage historique, que cela plaise ou ne plaise pas à ses adversaires, peu importe. Il va laisser un bilan extraordinaire. Il a été réélu brillamment. Il a, selon les sondages, 75% des gens, 80% des gens qui sont avec lui. Il a intérêt à avoir des opposants comme Navalny qui fait 2%. Il y a intérêt. Quel aurait été son intérêt à s'en débarrasser ? Et puis j'ajoute, quand même, ne prenons pas les Russes pour des imbéciles. Je n'ai jamais dit que Vladimir Poutine, c'était forcément un petit saint, ni les dirigeants russes tout au long de l'histoire. Mais enfin, les Russes, quand ils veulent se débarrasser de quelqu'un, comme d'ailleurs les services de renseignement dans un certain nombre de pays, comme les États-Unis avec les drones, où, vous savez, toutes les semaines, il y avait Obama qui indiquait la liste des gens qu'il fallait tuer avec des drones. On a 1000 façons des États très puissants. S'ils sont dirigés par des dirigeants cyniques, ils ont 1000 façons de se débarrasser d'un opposant. Par exemple, Navalny, il était dans une prison. Si on avait voulu se débarrasser de lui, il est sorti de la prison le 23 août, il a eu un œdème de quick, il suffisait, j'imagine, de l'empoisonner en prison, de lui envoyer un... Et puis il mourait, et puis l'affaire était entendue. Pourquoi est-ce qu'on l'a laissé sortir de prison pour, paraît-il, lui donner un thé empoisonné devant tout le monde, pour que devant tout le monde... Et qu'ensuite, on lui dise « Allez, vous pouvez aller à Berlin pour qu'on soit bien sûr que c'était bien un empoisonnement ». C'est absolument ridicule et rocambolesque. On me permettra d'ailleurs, au passage, de faire le lien avec l'affaire Skripal. Il y a quand même quelque chose qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'ils utilisent des vieux rossignols comme poison. Enfin, c'est-à-dire, c'est des poisons qui marchent pas, quoi. C'est un truc... on va quand même pas me faire croire qu'en Russie, de même qu'aux États-Unis, en Chine ou je ne sais pas où, dans un certain nombre de pays au monde qui possèdent des poisons extraordinairement efficaces, fulgurants. Je rappelle d'ailleurs au passage que, sauf erreur de ma part, un certain nombre de grands criminels de guerre nazis sont morts en 1945 en l'espace de quelques instants. Comment il s'appelle ? Göring, qui avait été condamné à mort au tribunal de Nuremberg. Göring, qui était le numéro 2 du régime, n'a pas pu être pendu puisque dans sa cellule, il a avalé une capsule de cyanure qu'il avait sur lui. Je rappelle que Heinrich Himmler, qui était le chef des SS, qui a été arrêté en 1945 par des Anglais, il avait été repéré, reconnu par les soldats anglais, mis dans une villa sous surveillance. En l'espace de quelques secondes, il avait sur lui une capsule de cyanure qu'il a avalée. Il est mort dans les 30 secondes. Donc, c'était en 1945.
En 2020, il y a des poisons qui sont d'une violence et d'une efficacité. Vous tuez quelqu'un en l'espace d'une fraction de seconde. Alors pourquoi est-ce qu'ils auraient affaire, avec l'affaire Skripal comme avec cette affaire, à des poisons qu'on ne sait pas très bien, en tout cas qui ne marchent pas, qui mettent dans le coma, etc. Alors on en arrive à la sixième question qui sera également la conclusion. Si on regarde les choses en face, Vladimir Poutine est vraiment la dernière personne qui avait intérêt à ce nouveau scandale. Alors qui a intérêt à cette affaire? C'est ça la question. Alors moi je ne suis pas dans le secret, hein, bien entendu, je suis comme vous, j'essaie simplement d'exercer mon esprit critique, comme devraient le faire tous les grands médias français, les journalistes, et puis également les Français eux-mêmes. Avec Internet, on peut aller se documenter. Moi, je vois, comme le ferait dans une enquête judiciaire, n'est-ce pas? On essaie de regarder qui est-ce qui pourrait avoir intérêt à avoir fait ça. Je vois 4 pistes. La première piste, c'est une affaire crapuleuse. Navalny, j'ai eu l'occasion de le dire, a été dans des affaires commerciales, financières qui ne sont pas claires du tout. Voilà. Donc une affaire crapuleuse, un règlement de compte qui ait été fait avec, ça expliquerait d'ailleurs le côté un petit peu artisanal et d'un poison qui ne fonctionne pas. Ça, c'est une première chose. Parce que la société russe reste violente et où il y a beaucoup de règlements de compte avec des mafias. Deuxièmement, ou deuxième hypothèse, d'autres opposants politiques, soit de son propre parti, soit d'autres partis, qui voudraient se dire tiens, on va essayer de faire d'une pierre deux coups, essayer éventuellement de dégager Navalny, et puis en même temps faire porter le chapeau à Poutine, ça pourrait nous intéresser. C'est possible, j'en sais rien. Troisième hypothèse, une nouvelle affaire de l'Observatoire. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas, notamment les plus jeunes, ce qu'a été l'affaire de l'Observatoire. C'était en octobre 1959. François Mitterrand avait été ministre de l'Intérieur sous la 4e République. Il avait été mis de côté après l'arrivée de De Gaulle au pouvoir. Et puis on parlait plus beaucoup de lui. Et donc pour essayer qu'on fasse de nouveau parler de lui dans l'opinion publique, pour essayer de regagner les faveurs de l'opinion, il avait organisé un faux attentat avec des tenants de l'Algérie française qui lui avaient tiré sur sa voiture à minuit et demi, avenue de l'Observatoire. 7 balles, il avait réchappé. Et en fait, après, celui qui avait fait ça était allé à la police pour raconter qu'en fait, c'était Mitterrand lui-même qui avait demandé l'affaire. Alors, on pourrait imaginer que pour faire parler de lui, eh bien, Navalny aurait fait une simulation d'empoisonnement. Ça m'a l'air d'être cette hypothèse a priori peut sans doute être écartée puisque son état de santé a l'air d'être quand même sérieux. S'il est dans le coma, on peut imaginer François Mitterrand, il avait quand même eu le souci de ne pas être atteint par les balles. Donc là, c'est une hypothèse que je formule afin d'être exhaustif, mais qui me paraît moins crédible que les deux précédentes. Et puis enfin, il y a une dernière hypothèse, c'est l'hypothèse du pays qui a intérêt à ce que l'Allemagne, la France, l'Angleterre prennent de nouveau leur distance avec la Russie. Ce pays, il a un nom, c'est les États-Unis d'Amérique. Parce que l'Allemagne essaie de se rapprocher de la Russie avec l'affaire du gazoduc Nord Stream 2 pour ne pas dépendre des approvisionnements en gaz des États-Unis, mais risque de dépendre des approvisionnements en gaz de la Russie, ce que les Américains ne veulent pas. Les Américains, la mésentente est notoire entre Donald Trump et Angela Merkel, de même qu'entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Les États-Unis sont irrités par les déclarations de Macron qui dit que l'OTAN est en situation de coma, de mort cérébrale, etc. Donc, qui est-ce qui a intérêt à empêcher qu'il y ait un rapprochement entre l'Europe occidentale et la Russie? Qui est-ce qui a intérêt à ce que l'Union européenne maintienne les sanctions contre la Russie à cause de l'affaire Crimée? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Et cette affaire est du pain béni pour empêcher, pour entraver ce rapprochement. Voilà ce que l'on peut dire. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que celui qui, me semble-t-il, avait le moins d'intérêt dans cette affaire, c'est celui que tout le monde montre du doigt, c'est Vladimir Poutine en personne. Allez, réfléchissez-y. Chacun peut avoir son avis. Vive la République et vive la France.